Donc je fais ce paragraphe-là maintenant dans vos questions de cours, elles sont beaucoup plus hautes. J'ai vraiment sauté cette question lundi, désolé, mais c'est pas très grave. Point réel virtuel. Donc c'est juste une histoire de définition, c'est pas extrêmement compliqué à définir en tout cas. L'idée est la chose suivante, vous vous souvenez qu'on a défini un point objet ou un point image comme l'intersection des porteuses. D'accord? Soit des porteuses incidentes pour un point objet, soit des porteuses émergentes pour un point image. En fait, il s'avère qu'on distingue par un vocabulaire quelconque le fait que ce sont uniquement les porteuses ou les rayons qui se coupent effectivement dans ce point-là, et c'est la notion de réel et virtuel. Donc on est parti, un point. Donc un point c'est image ou objet, hein, c'est pas du tout... un point image ou objet est dit réel si et seulement si il est à l'intersection des rayons. Donc ça c'est le côté réel. S'il n'est à l'intersection que des porteuses, il est dit virtuel. Alors, le cas le plus typique, si on veut regarder un peu les choses, je prends un peu d'avance sur le cours, mais si je prends ce qui se passe dans un miroir plan, c'est-à-dire quelque chose que vous avez dans votre salle de bain, hein, si je prends un point A ici, d'accord? Alors, si vous avez fait, et je prends des rayons qui partent de A, d'accord? Donc, comme ça, tranquillement. Si vous avez fait l'exercice, je ne sais plus combien, de la planche d'exo, c'est un exercice qu'on a fait ensemble. C'est un exo qui vous montre que tous les rayons réfléchis passent par le symétrique de A par rapport au plan. C'est le 8, c'est ça. Donc en gros, ça signifie que si je prends le point symétrique de A par rapport à mon miroir, d'accord, que je l'appelle A', eh bien en fait, il s'avère que tous les rayons réfléchis sont portés par une droite qui passe par A'. Donc autrement dit, hein, si je veux construire mes rayons réfléchis, ça va être comme ça. Ça, c'est la raison pour laquelle, physiquement, vous avez l'impression de voir une image qui est symétrique de vous-même dans le miroir par rapport au miroir. Dans ce cas-là, A', pour le miroir, c'est un point quoi? C'est pas un point objet, A'. C'est un point image, pourquoi? Définition. Il y a un peu trop de mots, mais effectivement, c'est le point d'intersection des porteuses émergentes. D'accord? Donc ça, c'est un point image. A est un point objet, d'accord? On est d'accord là-dessus, hein? Puisque c'est l'intersection des porteuses incidentes. Jusque-là, pas de problème. Et maintenant, on peut compléter sur la nature de ces points. A est comment? Ouais. Il est réel parce qu'il est bien à l'intersection des rayons, d'accord? Et A', par contre, est un point image virtuel parce qu'il est uniquement à l'intersection des porteuses. Voilà, c'est pas extrêmement compliqué. Un point virtuel émet des rayons où tout se passe comme s'il y avait une source ponctuelle là, mais il n'y en a pas. D'accord? Donc c'est comme ce qui se passe quand on regarde dans un miroir. Tout se passe comme si il y avait des objets derrière le miroir, sauf que ces objets n'existent pas. D'accord? Alors une propriété des points réels, c'est qu'un point réel, si vous mettez un objet diffusant ici, de la craie, un écran, etc., vous voyez l'objet. Vous pouvez matérialiser le point en mettant un écran, par exemple. Si vous mettez un écran derrière le miroir, vous verrez que dalle. Il n'y a pas de lumière. Okay. Donc, un point réel peut toujours être observé via un objet diffusant. Ça, c'est une première conséquence de des remarques. Et une deuxième conséquence importante, c'est la suivante. Si vous avez un capteur, dont on a parlé précédemment, d'accord, la rétine, un capteur CCD, il doit forcément recevoir une image finale réelle.
faut qu'il y ait vraiment de la lumière à ce stade-là. D'accord? Donc, un capteur ne peut capter, je suis désolé pour cette répétition, qu'un point final réel. Autrement dit, il faut vraiment qu'il y ait de la lumière qui arrive sur le capteur pour que le capteur fasse quelque chose. D'accord? Ça, le truc, c'est que ce que ça vous raconte, c'est que vous ne pouvez pas vous prendre en photo en mettant un film photographique derrière votre miroir. Ça ne marche pas. D'accord? C'est peut-être débile comme idée, mais voilà le principe. Donc désolé, le paragraphe pas du tout au bon endroit dans vos questions de cours, d'accord? Mais pour l'instant, on n'est pas encore sorti du grand 1, donc... Enfin, si, un peu quand même. Enfin, voilà, c'est pas très grave. Voilà, mais il fallait que ce soit quelque part. Oui. Ouais, un point réel peut toujours être observé via un objet diffusant. Ah, autrement dit, c'est-à-dire qu'il y a vraiment de la lumière. Donc, si tu mets un objet diffusant, ça va diffuser dans tous les sens, et toi, tu vas pouvoir voir des rayons diffusés par ce truc-là. D'accord? Par exemple, on peut le faire là maintenant tout de suite. Hein. Si j'allume ça, ici, il y a de la lumière. Tu vois la lumière. Ça signifie que ce point-là, là, il est réel. D'accord? Parce que, en fait, quand il croise un objet diffusant, il va partir dans tous les sens. Voilà. Si je reprends juste cet exemple-là, tu vois que c'est un faisceau parallèle qui modélise un point à l'infini. On a déjà eu cette conversation. Est-ce que c'est un point à l'infini là-bas ou est-ce que c'est un point infini là-bas? D'accord? Actuellement, il y a une petite différence. Si ça modélise le point à l'infini là-bas, ce sera un point réel. Si ça modélise le point à l'infini là-bas, ce sera un point virtuel. Et là, il est manifestement pas lunaire. Voilà. C'est un cas un peu trivial, mais ça vaut. On est d'accord là-dessus? Voilà, donc désolé pour ce petit oubli, mais au moins c'est dans votre cours quelque part. Voilà. C'est ouais. Ouais. Est-ce que le point image d'irradiance, c'est un point objet pour les rayons qui repartent? Alors, les rayons ne sont pas un système optique. Mais c'est un point objet pour l'œil, par exemple. Par contre, il est toujours virtuel. Oui. Si tu mets un système optique ici, ce sera un point objet, effectivement, pour ce système optique. D'accord? Un point objet et point image, c'est relatif à un système optique. D'accord? Un appareil, un dispositif. Okay? Les rayons, en soi, c'est pas un système optique. Mais je suis d'accord, donc si tu remets un truc derrière, ce sera un point objet pour ce système optique là. Voilà. Et d'ailleurs, cet objet-là n'est pas un point objet pour ça. Je renvoie à votre question de cours sur réfléchir, système miroir, œil. C'est vraiment une question sur laquelle vous êtes surminé pas mal. C'est toi qui me disais, c'est la numéro, je sais plus combien. Donc voilà, mais ça marche bien. On est au clair là-dessus? C'est bon? Et ben on enchaîne. Il me reste un tout petit truc à faire dans ce grand paragraphe grand 2. On est toujours en grand 2, on est d'accord? Et donc, on va parler du petit, je sais pas quoi, c'est facile, du petit 6, donc voilà. Qui est quelque chose dont vous avez probablement déjà entendu parler, qu'on appelle les conditions de Gauss. Alors, vous en avez entendu parler d'une part parce que c'est le titre du grand 2, ça on a le titre du chapitre, d'accord? Alors, l'idée est la chose suivante. On avait parlé de stigmatisme, si vous vous souvenez, d'accord? Et je vous avais dit que le seul système rigoureusement stigmatique, c'était un miroir plat. Donc, à partir de ce moment-là, on a deux choix. Soit on dit, l'optique, c'est impossible. Voilà, on s'arrête là. Voilà. Soit on dit, on peut peut-être tricher un peu et voir si on a des systèmes qui sont certes pas rigoureusement stigmatiques, mais s'il n'y a pas des conditions où, en raison de la taille de nos capteurs, etc., on a déjà eu cette conversation précédemment, on va pouvoir, en fait, considérer qu'ils sont stigmatiques avec un bon niveau d'approximation. Donc, c'est ce qui va se passer maintenant, et en fait, donc, on cherche les conditions pour pouvoir considérer ce truc-là. Est-ce qu'il y a des conditions un peu faciles à voir, où ça marche à tous les coups, ce qui nous permettrait de ne pas faire n'importe quoi quand on construit un système optique, ou au contraire, quand on construit un truc, on sait que ça va être merdique à l'avance. Okay. Alors, ces conditions-là portent un nom, ce sont les conditions de Gauss. Donc ça, c'est pas très compliqué. Ça s'exprime comme ça. Donc, il y a un bon contexte. Donc, on prend soit un système centré, soit un système centré, d'accord, donc je vais dessiner comme ça. Donc je rappelle que si c'est un système centré, ça signifie qu'il bénéficie de quoi? D'un axe optique, d'accord, comme ça, voilà. Donc il y a son point majeur. Et donc son axe optique ici. Et est-ce que la notion de rayon de courbure, c'est quelque chose qui vous parle?
En fait, quand vous prenez un virage, globalement, vous pouvez toujours approximer ce virage par un cercle. Alors bien sûr, si le virage n'est pas exactement circulaire, au fur et à mesure que vous allez changer d'endroit, vous allez changer de cercle, d'accord? Voilà, c'est important, c'est le cercle osculateur. Mais grosso modo, le rayon de courbure, c'est le rayon du cercle par lequel vous approximez votre virage, d'accord? Donc en gros, là j'ai pas besoin de ce concept dans le truc, c'est que ces morceaux-là, là, ces bouts-là sont un peu considérés comme des sphères, d'accord? Et je vais appeler en fait rayon de courbure le rayon le plus petit d'une des deux surfaces de mon appareil optique, d'accord? Donc on appelle RC le plus petit rayon des dioptres constituant le système. Fonctionner dioptre, hein, d'accord? Je vous rappelle que c'est une interface avec un milieu de chaque côté. Si vous voulez faire un système optique, il vous faut forcément au minimum un dioptre, hein, d'accord? Et souvent, c'est des trucs. Petite remarque, si vous avez un miroir plan, c'est quoi le rayon? À quelles conditions un cercle devient plat? Ouais. Si son rayon est infini, d'accord? Petite remarque sur les conversations, c'est une des raisons pour lesquelles on a l'impression que la Terre est plate quand on regarde autour de nous. Le rayon est grand. D'accord? Voilà, pas très complexe. Donc, petite remarque, un RC peut être égal à plus l'infini, si jamais vous avez un truc plat. Alors, tout ça, c'est juste pour mettre un truc un peu quantitatif. On dit que S est utilisé dans les conditions de Gauss si et seulement si, et là, c'est pas vrai, c'est tellement rien, c'est pas grave. Si et seulement si, donc les conditions de Gauss, il y en a deux. La première condition, c'est que les rayons rencontrent le système optique à une distance qui est faible devant RC. Autrement dit, la distance là doit être petite devant les rayons de courbure. Ça veut dire que soit vos lentilles ou vos trucs ne sont pas trop bombés, d'accord, soit au contraire que vous utilisez vraiment au centre. Donc, première condition, les rayons rencontrent S à une distance de l'axe optique faible devant RC. Si on fait un petit dessin, ça veut dire grosso modo que si vous avez un rayon ici, la distance là, cette distance-là, elle est très petite devant RC. D'accord? Donc grosso modo, vous êtes au voisinage de l'axe optique. Vous n'allez pas chercher les bords. D'accord là-dessus? C'est pas compliqué. Hein. Oui, je t'écoute. J'ai pas bien compris en fait le rayon de courbure. C'est le rayon du. C'est vraiment ça fait comme un cercle. Si tu prends un truc courbé, tu dessines la sphère qui le complète, et c'est le rayon de cette sphère. Voilà, pas compliqué. Oui. À une distance de l'axe optique faible devant RC, c'est ça? À une distance de l'axe optique faible devant RC. Oui. Avant le D, c'est deux flèches. C'est deux petites flèches pour dire cette petite distance-là. Voilà. Deuxième, alors ce truc-là, en pratique, on l'utilisera assez peu, on supposera que c'est le cas. Un truc qui aura des conséquences, c'est la suite. Les rayons rencontrent S faiblement inclinés par rapport à l'axe optique. Autrement dit, vous êtes très proche de l'incidence normale. D'accord. Donc si je fais un dessin pour caractériser ça, ça signifie grosso modo que si je prends un rayon, je ne sais pas moi, qui arrivera ici comme ça, eh bien l'angle qu'il y a ici, alpha, il va être très petit devant 1. Voilà. Donc pas des angles qui arrivent complètement... Ça, c'est ce qu'on appelle les conditions de Gauss. Donc il y a deux conditions, proche grosso modo de l'axe optique, et pas trop incliné. Je
Je vous fais un petit rappel mathématique dans cette histoire, parce que c'est là qu'on va se servir de ces trucs-là. Si alpha est très petit devant 1, alors on peut écrire que tangente alpha, c'est à peu près égal à sinus alpha, et c'est à peu près égal à alpha. D'accord. Avec alpha exprimé en radian, faites pas de conneries, en degrés ça marche pas du tout. D'accord. Et que cosinus alpha, c'est à peu près égal à quoi? C'est 1 moins alpha carré sur 2. Non, premier ordre. Mais sinon c'est vrai. D'accord, voilà. Alors 1, c'est ça. On est d'accord là-dessus? Ça, on utilisera ça extrêmement souvent. Oui. J'ai bien compris que c'était le RC, le rayon. C'est le rayon de la sphère qui porte tes dioptres. En pratique, on l'utilisera très peu. Mais c'est surtout le truc sur les angles qui m'intéresse. Alors, la démonstration de ça est extrêmement compliquée, surtout si on veut la faire de façon générale. L'exercice sur la demi-lame, la lame à face parallèle, vous fait sentir ça. Le fait que si vous ne voulez pas trop avoir de dispersion et pas trop n'importe quoi, il faut que les angles soient petits. Il y a l'exercice sur la lentille demi-boule qui vous fait sentir exactement le même truc. D'accord. Donc, je vous rappelle, cet exercice est en 2 parties dans la planche d'exo. C'est le dernier exercice des entraînements. Et il y a sa suite dans les problèmes. D'accord. Donc, c'est juste pour vous faire sentir pourquoi ça marche. Là, c'est un théorème qui arrive. Si vous avez un système centré qui est utilisé dans les conditions de Gauss, alors il peut être considéré comme stigmatique et donc aplanétique. Terminé en bas. Voilà. Un système centré utilisé dans les conditions de Gauss peut être considéré comme stigmatique et aplanétique. Le et étant un et donc, puisque on a déjà vu le théorème qui vous raconte qu'un système centré stigmatique est forcément aplanétique. Ce truc-là, en fait, c'est le théorème que vous utiliserez tout le temps en sous-jacent. D'accord? On le citera quasiment jamais, mais je vous rappelle que dès qu'on va vous parler de foyer, ça veut dire qu'on suppose que le système est stigmatique, donc dire qu'on suppose qu'il est dans les conditions de Gauss. Terminé en voie. D'accord? Mais c'est ça qui va me permettre de justifier tout ce que je vais pouvoir faire dans la suite. Et en partie, je sais que si je veux construire un système optique qui soit stigmatique, il faut que j'ai des surfaces avec des courbures très très grandes. D'accord? Pas des trucs complètement tordus. Il faut que ce soit pas trop épais. Il ne faut pas que je commence à regarder les trucs avec des angles d'incidence complètement éclatés, etc. etc. D'accord? Ça me borne un peu ma façon de construire les instruments pour être sûr d'avoir une image nette à l'arrivée. Voilà, ça c'est un problème général en optique. Ceci termine le grand 2, si je ne me trompe pas. D'accord. Et on va pouvoir enfin, après toutes ces grandes définitions dans tous les sens, passer à l'aspect le plus pratique de ce chapitre, à savoir les lentilles minces, et puis en cerise sur le gâteau, le miroir plat. D'accord. Lentilles minces et miroir plan. Quick. Est-ce que finalement, je ne commencerai pas de façon complètement originale par un petit paragraphe de définition? Voilà. Si vous en avez marre, vous le dites, hein, j'en ai rien à foutre de votre avis, mais vous avez le droit de vous exprimer. D'accord. Puis si vous en avez déjà marre, voilà, comment dire, ça va continuer comme ça. Donc, une lentille mince, c'est pas un truc extrêmement compliqué. En fait, une lentille mince, c'est un dispositif transparent constitué de 2 dioptres sphériques.
D'accord. Vous avez deux surfaces sphériques de chaque côté. Une fois qu'on a tout le vocabulaire, ça va extrêmement vite de faire ce genre de définition. J'ai plus de verre, voilà, c'est bon. Ok. Donc, une lentille mince. Alors déjà, une lentille tout court est constituée de deux dioptres sphériques entourant un milieu transparent. Voilà. Donc en gros, ça ne va pas être très très loin de ce que je fais et vous voyez qu'on va avoir plein de configurations possibles. Alors par exemple, là, il y a la lentille la plus connue, c'est celle-là. Vous prenez deux dioptres sphériques, d'accord, deux sphères, et vous les collez. Et la lentille, c'est cette partie-là. Donc il y a plein de configurations possibles en fonction de comment vous orientez vos dioptres. D'accord, ça c'est l'exemple le plus simple. Vous pouvez faire la même chose ici. Alors bien sûr, les contraintes topologiques vous obligent à avoir des bords en haut et en bas. D'accord. Là j'ai fait deux dioptres sphériques, mais je les ai pris dans l'autre sens. Ouais. Est-ce que les deux dioptres doivent être symétriques? Non, pas forcément. D'ailleurs, je vais faire un exemple ici. Vous pouvez avoir cet exemple-là. Donc là, vous voyez, vous avez un côté plat d'un côté et un côté rond de l'autre. Vous pouvez voir ça. Ça marche très bien. Et toutes les configurations possibles et imaginables que vous pouvez inventer sur le sujet. Ouais. Est-ce que la boule, ça peut être... La boule est une lentille. Littéralement, une sphère, c'est une lentille. C'est-à-dire, ça porte un nom, ça s'appelle une lentille boule. Voilà. Donc, c'est envie. Hein. Voilà. Ceci est une lentille. D'accord. Ceci, par contre, n'est pas une lentille mince. Une lentille va être dite mince si son épaisseur est très faible devant les rayons de courbure. Là, l'épaisseur se fait 2R, plus c'est mort. D'accord. Voilà. Donc c'est ça l'idée. Après, la lentille va être mince, c'est juste une histoire d'épaisseur. Donc, une lentille est dite mince si son épaisseur est faible devant les rayons de courbure. Des dioptres. Autrement dit, pas trop épaisse et ou pas trop bombée. D'accord, comme vous voulez, l'un ou l'autre. Mais voilà. C'est ça qu'on appelle une lentille mince. Alors, une lentille mince a une représentation qu'on va utiliser tout le temps, et je commence vraiment par ça, qui est extrêmement simple. On la représente par... Alors, est-ce que vous êtes d'accord que c'est un système centré? Oui. Une lentille est dite mince si son épaisseur est faible devant les rayons de courbure des dioptres. Donc, une lentille mince, donc c'est un système centré, on est d'accord? Puisque vous prenez les deux centres des sphères et l'axe optique passe par ça. Donc ça, c'est pas de problème. Donc voilà l'axe optique ici, d'accord. Et comme elle est mince, bon, on va pas se faire chier. On fait un trait. Voilà. Ceci est une lentille mince. Parce que son épaisseur est petite devant à peu près tout. Donc voilà. Alors, on sent bien qu'il manque des trucs. Parce que là, on sent qu'on a un peu perdu 2-3 propriétés dans l'histoire quand même, d'accord? Ça ressemble plus à une vie que chose. Donc on va devoir rajouter des petits détails sur ce dessin-là pour se souvenir des propriétés essentielles des courbures de la lentille là-bas, d'accord? Mais avant ça, il faut qu'on regarde les différentes natures de lentilles, d'accord? Et ça va être extrêmement simple. Je vais vous montrer finalement comment ça se passe. On va prendre les définitions et après on reviendra sur les notations et sur la position des foyers. Ça va aller assez rapidement. Alors, parle-moi. Superbe. Donc, je vais, comme d'habitude, éteindre la lumière ici pour que vous voyez. Toutes et tous, vous voyez, c'est bon, le faisceau arrivant. Voilà. Alors, je vais prendre au hasard, bon, un hasard bien choisi quand même, des lentilles dans cette histoire, d'accord?
Je vais prendre par exemple celle-là. Là, le numéro 2. D'accord? Donc vous voyez, hein, alors comme d'habitude, c'est pas des sphères, c'est des cylindres, mais comme tous les problèmes d'optique sont des problèmes plans, ça revient au même de considérer des surfaces cylindriques plutôt que des surfaces sphériques dans ma démonstration ici. Je mets ça là. On est d'accord? Voilà. Et vous allez admettre qu'avec les yeux de la foi, tous les rayons sont concurrents ici. Beaucoup de fois dans cette histoire. Tout simplement parce qu'il est évident que cette lentille n'est pas utilisée dans les conditions de Gauss. En particulier parce que les rayons tapent la lentille loin de l'axe optique. Le rayon de courbure n'est pas énorme, alors le rayon de courbure ça doit être ça. D'accord? Donc c'est pas extrêmement négligeable dans cette histoire. D'accord? Donc là vous voyez vraiment les déviations des conditions de Gauss. Je ne sais pas si je peux... Là vous voyez, tout d'un coup la concurrence des trois rayons est quand même plus vraisemblable. Tout simplement parce que je me suis rapproché de l'axe optique. Donc les rayons qui foutent la merde, c'est les rayons extrêmes. Là on voit que ça se coupe pas bien. D'accord? Voilà. Je reviens à ma configuration initiale. Cette lentille-là, quel est son effet premier? Quel est le faisceau incident? Quelle est la nature du faisceau incident? Ouais. C'est un faisceau parallèle. Quelle est la nature du faisceau émergent? Ouais. Il est convergent. D'accord. Cette lentille-là transforme donc un faisceau parallèle en un faisceau convergent. On est d'accord là-dessus? De manière générale, elle transforme n'importe quel faisceau en un faisceau plus convergent. Si vous voulez prendre une lentille qui a à peu près la même tête, mais que je mettrais, par exemple, je vais faire ça, que je mettrais là, vous voyez que le point était ici. Je vais mettre un petite croix là. D'accord? Donc mon faisceau convergeait ici. Si j'ajoute cette lentille derrière, vous voyez que mon faisceau converge plus rapidement. Si au contraire je prends un faisceau divergent, vous voyez qu'il est moins divergent qu'il ne l'était au départ. D'accord? Donc cette lentille-là a tendance à faire converger les faisceaux, à les rendre de plus en plus convergents, littéralement à transformer un faisceau parallèle en faisceau convergent, mais ça s'étend à plein de choses. Cette lentille-là s'appelle donc une lentille convergente. D'accord? Pas compliqué. Et vous voyez qu'elle est foutue comme ça, avec des dioptres qui sont dans ce genre de direction-là. Elle est convexe, quoi. Voilà une lentille qui transforme un faisceau parallèle, cette fois en un faisceau divergent. Pareil, si je reprends mon faisceau convergent ici, vous voyez que si je mets la lentille derrière, là, je vais mettre mon point initial qui était ici, d'accord? Vous voyez que si je mets ça, mon point initial est plus loin, donc mon faisceau est devenu moins convergent qu'il ne l'était au départ. Ça porte un nom, c'est une lentille divergente, d'accord? Voilà. Bah, c'est fini. Vous avez vu ce que c'était une lentille convergente et une lentille divergente, et pourquoi elle s'appelle comme ça. C'est pas mortel. On enchaîne. Donc, une lentille est dite convergente. Et dans toute la suite, je vais appeler ça CV, comme convergente, d'accord? Si et seulement si, elle transforme un faisceau parallèle en faisceau convergent. Je pense que vous avez, alors peut-être pas le niveau, comment dirais-je, de réveillitude, ou en tout cas l'intelligence, pour faire la définition suivante. Ouais. Une lentille est dite divergente, DV. Ouais. C'est seulement si elle transforme un faisceau parallèle en faisceau Divergent. Voilà, pas de problème. Une lentille est dite divergente. Et effectivement, dans toute la suite, j'ai noté ça DV. Si et seulement si, elle transforme un faisceau parallèle en faisceau divergent. Oui. Dans un exercice où on a déjà un faisceau convergent, et on a une lentille qui fait converger encore plus. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est une lentille convergente? Oui, toujours tout ça. Mais vous inquiétez pas, c'est pas. On utilisera très peu cette définition en termes fonctionnels. On utilisera les conséquences de ça. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps aujourd'hui, mais en tout cas lundi ce sera plié. Alors, elles sont représentées
l'axe optique, d'accord, dans les deux cas. Comme c'est une lentille mince, je tire un trait, d'accord. Et ce que je vais faire, j'aurais pas dû les ranger, j'étais un peu con. Là, je vais rallumer la lumière, excusez-moi. On va mettre un peu de visibilité. Vous voyez que celle-là, vous vous souvenez à quelle c'était? C'était la convergente. Si je prolonge un peu les rayons de courbure en haut, vous voyez, ça va faire une petite pointe comme ça. Et en bas, une petite pointe comme ça. D'accord? Vous voyez que ça va faire un truc pointu. Donc, pour se souvenir de l'objet paradigmatique, finalement, d'une lentille convergente, et bien en fait, une lentille convergente, on va lui mettre des flèches comme ça. Parce qu'en fait, vous pouvez dessiner à l'intérieur le dessin là. Au contraire, la divergente, vous voyez qu'elle fait une flèche comme ça vers le haut, et une flèche un peu comme ça vers le bas. D'accord? Cette espèce de forme là. Donc la lentille divergente, on va la noter comme ça. Je fais n'importe quoi là. Hop là. Voilà. Donc ça c'est une convergente, et ça c'est une divergente. Donc là c'est bon, on a un peu moins perdu que simplement faire un pauvre trait qui se balade autour d'un trait. D'accord? Voilà. On est clair là-dessus? Voilà l'idée. Alors de cette définition vont découler un certain nombre de choses, mais j'ai une dernière définition à faire quand même. Vous voyez que comme j'ai fait un trait, au lieu de faire un truc épais, et ben je vais pouvoir définir un nouveau truc qui n'existe pas si je considère que c'est épais. C'est le point d'intersection entre la lentille et l'axe optique. Vous voyez que si c'est épais, il n'y a pas qu'un seul point d'intersection, il y en a une infinité. Par contre, là, comme j'ai fait un trait, il n'y en a qu'un. Et ce point-là, vous savez comment il s'appelle? Vous avez dû voir ça au lycée quand même pour le coup. Ouais. Le centre, ouais, le centre de la lentille. Ouais, centre de la lentille. Donc ça, c'est la dernière définition. On appelle enfin centre de la lentille. En général, on note O avec un indice pour désigner la lentille si on en avait plusieurs, d'accord? Centre de la lentille, le point O, intersection de la lentille et de l'axe optique. Voilà. Donc le centre de la lentille se balade avec elle, tranquillement mais sûrement. Voilà. Donc à la limite, vous pouvez rajouter dans les dessins ici, si vous voulez, le point O là, et le point O ici, qui est tout simplement l'intersection entre l'axe optique et l'axe. Petite remarque, vous avez toutes et tous conscience que c'est un angle droit ici, pour la question de symétrie, d'accord, c'est obligatoire. Une fois qu'on a raconté ça, il y a une raison pour laquelle je vous ai bassiné avec les foyers mardi, d'accord? Parce qu'en fait, je vous ai dit que c'était important. Donc si les foyers c'est important, ça signifie que la première chose sur laquelle on doit sauter quand on a un nouveau système optique, c'est où sont les foyers. C'est-à-dire, grosso modo, si je regarde un objet à l'infini, où est-ce que son image va se former? Et si je place où est-ce que je dois mettre un objet pour que son image soit formée à l'infini? Autrement dit, qu'est-ce qui va se passer si je regarde des étoiles avec ce système optique? Et qu'est-ce qui va se passer si je veux regarder un objet à travers ce système optique? D'accord? Donc c'est vraiment, encore une fois, des questions de fond. C'est pas juste pour vous embêter qu'on s'intéresse au foyer, c'est parce que c'est les points qui vont nous aider à regarder des objets lointains et qui nous permettent de regarder nous, en tant qu'être humain, à travers un système optique. D'accord? Donc, on est parti. On saute sur les foyers, comme la vérole sur le bac clergé, et on y va. Alors, en fait, vu la définition, c'est extrêmement simple. Je prends... donc, considérons une lentille convergente. D'accord? Voilà. Donc, si vous avez suivi le cours jusqu'à présent, ça signifie que je tire un axe optique comme ça, que je trace un petit segment comme ça. Je mets mes deux petites flèches ici pour dire que c'est une lentille convergente. Je place le centre haut parce que ça ne mange pas de pain. D'accord? Une lentille convergente et un point à infini. Et ce point à infini, ça veut dire quoi, vu les notations qu'on utilise tout le temps? Alors, sur la nature du point déjà, il est à l'infini sur l'axe optique. D'accord? Mais effectivement, vous êtes juste en avance, hein, c'est pas faux. Sur l'axe optique. D'accord? Vu que vous avez appris votre cours jusqu'à présent, vous savez donc qu'effectivement, un point à l'infini sur l'axe optique est modélisé, en tout cas est vu du point de vue de la lentille, comme un faisceau
parallèle à l'axe optique. D'accord? Donc on est parti. Je dessine mon faisceau parallèle à l'axe optique. D'après la définition d'une lentille convergente, comment va émerger ce faisceau? Alors, on ne brûle pas les étapes. Tout un faisceau qui va être convergent. C'est la définition stricte de la lentille convergente, d'accord? Et surtout, donc, on va avoir un faisceau convergent, donc il va converger vers un point, jusque-là, pas de problème. Et surtout, il va converger vers un point qui appartient à quoi? À l'axe optique. Pourquoi? Parce que ma lentille, si je la suppose utilisée dans les conditions de Gauss, j'ai qu'un seul point image, mon faisceau sera concourant, et donc globalement, ça va tomber sur l'axe optique. Donc en gros, ça veut dire que tous mes rayons vont émerger de la lentille en un point unique de l'axe optique. D'accord? Si j'écris mon système optique avec les petites flèches, on a que A infini. Alors cette lentille-là, je vais lui donner un petit nom, je vais l'appeler L, d'accord? C'est quoi le complément ici? Si vous avez appris votre cours de mardi, vous savez ce qu'on écrit ici. C'est F', obligatoirement, on est d'accord? C'est la définition stricte de F'. Vous partez d'un point à l'infini sur l'axe optique, par le système M, vous tombez sur F'. Donc autrement dit, ça signifie que ce point-là, c'est F', il n'y a aucun problème. Voilà. Par définition stricte d'une lentille convergente, F' est forcément sur l'axe optique, ça c'est par stigmatisme, et aussi en aval de haut. On est d'accord là-dessus? Oui, c'était un L entre parenthèses. Donc on est parti pour une lentille convergente. Convergente, F' est en amont ou en aval de haut, donc en aval de haut. Ça veut donc dire que, qu'est-ce que je peux raconter sur la distance algébrique au F'? Elle est positive, strictement. On est d'accord là-dessus? Vous voyez le raisonnement, comment ça marche? Là, ça se passe très très bien, puisqu'on a toutes les définitions derrière. Petite subtilité, qu'est-ce qui se passe? Alors, si je mets un point lumineux en F' et que je fais se propager la lumière dans l'autre sens. Ouais. Ça refait exactement la même chose, pour quelle raison? Quel théorème t'invoque? Ouais, c'est la deuxième conséquence du théorème de Fermat, le principe du trajet retour de la lumière. On est d'accord? Mais si je fais ça, ça signifie donc que dans ce sens-là, j'ai un point qui génère un point à l'infini, d'accord, sur l'axe optique. Ça veut dire que ce point-là, c'est quoi? C'est le foyer objet. On est d'accord? Mais en fait, avoir fait ça, par symétrie, c'est simplement en fait avoir retourné. C'est la situation en fait. C'est comme si j'avais pris ma lentille et que je lui avais fait faire un demi-tour. Mais comme c'est une lentille mince, elle est symétrique par rapport à elle-même. Et ça ce raisonnement-là assez simple vous raconte qu'en fait, le foyer objet est symétrique de F' par rapport à O. D'accord? F est alors symétrique de F' par rapport à O. Ce que ça vous raconte, c'est donc une autre relation qui est extrêmement importante, c'est que OF est égal à quoi par rapport à OF'? À moins OF'. Je la mets dans le cours parce qu'elle est tellement utile, on l'utilisera tellement souvent, que grosso modo, ça vaut le coup qu'elle soit écrite quelque part. D'accord? On est au clair là-dessus? C'est bon? Voilà. Qu'est-ce que je vais raconter d'autre? Bah, pas grand-chose, voilà. Si. Ouais, je vais le faire à la fin. Si je fais le même raisonnement pour une lentille divergente, qu'est-ce qui va changer par rapport à ce que j'ai écrit? Oui. Le foyer objet et l'image Vont être intervertis, pourquoi? Parce que du coup, si la lentille est divergente, ça veut dire que le foyer image il sera à gauche. Il sera effectivement en aval, utilisé plutôt aval et amont plutôt que en amont, plus exactement de haut. Tout simplement parce que mon faisceau divergent, il va partir dans l'autre sens. F' va se retrouver ici. Par contre, le raisonnement que j'ai fait là,
est toujours aussi valide. D'accord? Donc on est parti. Pour une lentille divergente, je vais refaire un dessin, mais je vais aller un peu plus vite. Je trace toujours mon faisceau parallèle comme ça, d'accord? Et là, en fait, vous voyez que l'intersection des porteuses émergentes, d'où l'intérêt de faire cette histoire, va se retrouver ici. Et ça, c'est donc F'. On est d'accord là-dessus? Donc, je vais pouvoir réécrire ce que j'ai écrit avant. Pour une lentille divergente, F' est en amont de O cette fois, ce qui s'écrit comme OF' négatif. Et on a toujours OF qui est égal à moins OF' pour les mêmes arguments de symétrie que tout à l'heure. Si je fais donc un résumé complet de cette histoire, je ferai un résumé après la définition. Voilà. Alors en fait, OF' c'est important et on voit qu'on distingue les lentilles comme ça. Et vous avez un autre truc, c'est que si une lentille n'est pas trop convergente, où va être le foyer? Il va être très loin ou il va être très près? Il va être très loin, d'accord? Plus le foyer est loin, moins votre lentille est convergente en fait. Grosso modo, plus votre faisceau va converger mollement. Au contraire, si votre foyer est très près, vous voyez que votre faisceau parallèle va se prendre une grosse claque en sortant de la lentille. On est d'accord? Donc, non seulement la position de F' est importante, mais également sa valeur. Vous voyez que vous ne voyez pas avoir le même impact sur le sujet. Ceci caractérise intégralement la lentille, et ce truc-là porte un nom que vous connaissez déjà, ça s'appelle la distance focale. D'accord? Vous êtes d'accord, vous connaissez déjà ça? Donc, on appelle alors distance focale donc la distance focale, ça se note petit f'. Faites vachement attention. D'accord? Dans les notations, ça peut être horrible, d'accord? Donc faites gaffe, confondez pas des points qui s'appellent f comme les foyers et une distance qui est une distance focale. D'accord? Soyez vraiment clair quand vous faites les exercices pour ne pas vous gourer. Distance focale, la distance petit f' est égale à OF' avec une barre dessus. Autrement dit, ça porte également le signe de OF'. Et la vergence, vous connaissez ça, la vergence ou pas? Ouais. V qui vaut quoi? Effectivement, ça vaut 1 sur la distance focale, F'. D'accord? Alors, la vergence a une unité bizarre. Donc, bien entendu, ça c'est en quoi? C'est une distance, donc c'est effectivement en mètres, d'accord? Et la vergence, donc c'est en mètres moins 1 en toute rigueur, mais ça a un nom dans ce contexte-là. Peut-être presque. En dioptrie. Donc ça, c'est en dioptrie. Et c'est noté petit delta. Donc, petite remarque, hein, delta, c'est égal à des mètres moins 1. Faut pas se la raconter, hein, d'accord? C'est des mètres moins 1, mais on appelle ça des dioptries. Petite remarque, on utilise... Alors, la vergence, c'est assez rare, mais par contre, on aime bien utiliser la vergence pour avoir un critère de force, en fait, de la lentille. Plus une lentille est forte dans son effet, plus V est élevé. D'accord? Et plus F est faible. Donc c'est pour ça qu'on utilise ça. Si vous avez un truc où V est très élevé, ça signifie que vous avez une lentille extrêmement convergente ou extrêmement divergente. Voilà. Quand je dis élevé, c'est élevé en valeur absolue. Dans cette histoire-là. Petite remarque, la vergence est aussi négative dans cette histoire-là. Maintenant, je vais faire un résumé, ici, qui est quasiment le résumé fonctionnel que vous devez avoir sur ce paragraphe-là. Si je prends une lentille convergente, elle se représente comme ça, avec F' ici, F ici, symétrique par rapport à O. Oui, je t'écoute. Ça se note delta. Voilà, comme ça. Et F' est égal à OF' est positif. Petite remarque, ça veut dire aussi que V est positif. Et pour une lentille divergente,
ici, f' de l'autre côté, donc vous voyez que f' cette fois est en amont du centre. Et vous avez que f' est égal à OF', ça c'est toujours le cas, qui est négatif cette fois, avec une divergence qui est négative également. Question subsidiaire, si j'ai une vitre, donc une vitre, je vous rappelle que ça transforme un faisceau parallèle en un autre faisceau parallèle. Et en fait, vous pouvez la considérer comme une lentille. Où est le foyer à ce stade-là? Et ouais, Simon? Non, pas dans la vitre. Raté, dans l'autre sens. Ouais. Il est à l'infini, d'accord? Puisque d'un faisceau parallèle, vous faites un autre faisceau parallèle, donc d'un point à l'infini, vous générez un autre point à l'infini. Autrement dit, une vitre, c'est un cas très très particulier de lentille, avec une distance focale qui vaut plus l'infini, ou une vergence qui vaut 0. C'est, petite remarque, ça a l'air con quand je dis ça, mais si jamais vous voulez vérifier des comportements limites, c'est hyper intéressant. Vous dites, si j'ai une vitre, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je retrouve des trucs que je connais? Parce que vous savez, c'est qu'une vitre que vous l'avez déjà vue, vous l'avez déjà sous les yeux. Tchac, 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 tchac. Voilà, ok. J'arrête là pour aujourd'hui, d'accord? Donc, vous n'avez pas les moyens de faire encore les exercices d'optique, d'accord, sur la planche numéro 2. Donc, pour l'instant, votre EDM se limite à ça et aux instructions que je donnerai sur votre TP dans mon mail de demain matin. Lundi et mardi, grosso modo, on plie. Oui, je t'écoute. Mais du coup, si une vitre, ça donne des faisceaux parallèles à partir des faisceaux parallèles. Ouais. Du coup, le foyer d'image, il n'existe pas. Donc, Ils sont tous les deux à l'infini. du coup, les incisifs, ça se croise à l'infini. C'est ça. On a déjà discuté ça, que grosso modo, un faisceau parallèle, tout se passe comme si ça se croisait à l'infini. C'est juste l'idée qu'un faisceau parallèle, c'est un cas limite d'un faisceau convergent ou divergent, où tu as tiré le point d'intersection à l'infini. C'est vraiment un raisonnement qu'on a fait extrêmement régulièrement, et à un moment donné, ça vaut le coup de le décanter, celui-là.